Quand on a vu les résultats, la première année, on s'est dit « ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai ». Alors on a examiné davantage d'hommes pour voir si les analyses n'avaient pas été faussées, ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, on n'osait pas croire à ces résultats. Pour nous, le vrai choc s'est produit les 2 premières années. En fait, on n'a pas cru à la première étude. On avait mis les substances chimiques à des doses incroyablement faibles, 1 partie par trillion, et on a obtenu un changement de sexe. On s'est dit non, il y a une erreur quelque part, on n'y croit pas. Et on a recommencé l'année suivante avec les mêmes résultats. Dans notre monde moderne, il y a 85 000 substances chimiques sur le marché. Et nous ne savons rien de la plupart d'entre elles. Leur potentiel cancérogène, leur potentiel reproducteur, leurs effets sur notre système immunitaire, sur notre métabolisme. Alors il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on comprenne à quoi nous sommes exposés parce que nous sommes tous soumis à une vaste expérimentation. Les molécules chimiques introduites dans notre environnement depuis 50 ans menacent-elles notre capacité à nous reproduire? C'est la question que posent de nombreux chercheurs. Ils viennent de disciplines diverses, études de la faune sauvage, biologie, toxicologie, cancérologie. Un jour, ils sont tombés sur un résultat stupéfiant. Le système hormonal des êtres vivants serait piégé par des molécules chimiques. L'hypothèse est audacieuse et controversée. Elle balaye de nombreuses certitudes scientifiques. S'ils ont raison, ce sont des pans entiers de notre mode de vie qu'il faudra repenser. L'idée est provocante, à la hauteur du défi qui se pose. Selon moi, les problèmes de santé de l'appareil reproducteur masculin et les problèmes de stérilité auxquels nous sommes confrontés sont potentiellement aussi importants que les problèmes posés par le réchauffement climatique. L'histoire commence au début des années 90, à l'hôpital universitaire de Copenhague. Niels Skakebak, médecin et chercheur, est confronté à un nombre de plus en plus élevé de cas de cancer du testicule ou de stérilité. Skakebak pose la question: est-ce que l'appareil reproducteur masculin est malade? Il lance alors une étude d'une grande ampleur. Dans les sous-sols de la bibliothèque, Skakebak se plonge dans des registres qui remontent jusqu'aux années 30, passe en revue plus de 60 enquêtes menées dans le monde. Les conclusions sont édifiantes. En 50 ans, le nombre de spermatozoïdes dans la population masculine a baissé de 50%. Ce n'était certainement pas ce à quoi je m'attendais. Les conclusions des précédentes publications disaient qu'il ne devait y avoir aucune baisse de qualité du sperme. Alors j'ai été très surpris que nous trouvions une baisse aussi significative. Il y a eu toutes sortes de controverses. Certains pensaient que nous avions utilisé de mauvaises pipettes. D'autres contestaient les statistiques, d'autres la méthode de sélection des articles, et ainsi de suite. La polémique est féroce. Le chercheur danois est attaqué, ses qualités de scientifique mises en doute. Pour être validée, l'étude doit être confirmée. Skakebak transmet toutes ses références et ses documents à une chercheuse renommée, mandatée par l'Académie des sciences américaine. Ça paraissait énorme. 50% du nombre de spermatozoïdes en 50 ans, c'était peu plausible. Et imaginer que cette diminution continue à ce rythme, c'est plutôt alarmant. Il était donc très important de déterminer si c'était vrai ou non. Nous avons fait un examen systématique de chacune des études. 3 personnes y ont travaillé pendant 4 mois.
J'ai été très surprise, après tout ce travail, tout ce que nous avions fait, de constater une diminution quasiment identique à celle qui avait été annoncée. À Paris, c'est malgré tout le scepticisme qui domine. Et contrairement au matériel disparate utilisé par Skakeback, Paris possède un centre de recueil du sperme avec des données très précises. On s'est dit, on va analyser nos données, ça portait sur plus de 1300 hommes, si je me souviens bien. Et au départ, on partait, nous, avec l'idée qu'il n'y avait pas de modification à la qualité du sperme. Et qu'on allait démontrer que sur 20 ans, dans une ville comme Paris, il n'y avait pas eu de changement. C'était un peu notre idée de départ. Les donneurs parisiens forment une population homogène. Tous sont pères d'au moins un enfant. Leurs dossiers, parfaitement documentés, sont conservés dans les archives du centre. Par sa précision, l'étude va devenir une référence mondiale. Ses conclusions sont alarmantes. En 20 ans, la baisse du nombre de spermatozoïdes des Parisiens approche les 40%, soit près de 2% par an. Si en France, Pierre Jouannet n'a pas eu les moyens de poursuivre son étude, compter les spermatozoïdes, ce n'est pas de la science, lui a-t-on rétorqué au ministère, les autorités danoises abordent le problème avec beaucoup plus de sérieux. Car si la chute se poursuit, c'est la capacité d'une population à se reproduire qui est en jeu. Depuis 1996, les Danois ont donc lancé un programme d'observation de 400 conscrits par an. Les résultats ne sont guère rassurants. Un jeune Danois sur 5 a une très faible qualité spermatique, suffisamment faible pour altérer sa fertilité. Regardez le sperme de ce jeune donneur, comparé avec un échantillon de bonne qualité. Les spermatozoïdes sont moins nombreux, moins mobiles, certains ont 2 têtes. Ça m'inquiète, pas seulement parce qu'il y a trop peu de naissances au Danemark, mais parce qu'il y a quelque chose qui menace les humains, quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons que constater que nous sommes atteints et nous ne pouvons rien contrôler. La question, c'est quelle est la cause de cette mauvaise qualité du sperme? Pourquoi cette faible qualité spermatique? Pourquoi la hausse vertigineuse des cancers du testicule, plus de 400% en 60 ans? Et pourquoi une augmentation des malformations génitales du petit garçon à la naissance, comme la non-descente des testicules? Niels Skakeback a l'intuition que ces 3 phénomènes sont liés. Cette intuition repose sur la découverte la plus troublante qu'il ait jamais faite. Il a trouvé dans les tumeurs cancéreuses des testicules d'adultes des cellules qui ressemblent aux cellules d'un fœtus. Un peu comme si quelque chose avait arrêté leur développement dans le ventre maternel. Il pourrait donc y avoir un lien entre des événements qui surviennent, les uns à la naissance, les autres à l'âge adulte. En danois, on utilise l'expression « la pièce est tombée », ce qui veut dire que soudain, le tableau s'éclaire. Et avec ce nouveau tableau, on réalisait que le cancer du testicule, la stérilité masculine, la non-descente des testicules et d'autres malformations sexuelles, comme l'hypospadias, pouvaient tous avoir une origine commune dans la vie fœtale. Cancer, baisse du nombre de spermatozoïdes, malformation génitale serait donc reliée dans un syndrome que Skakeback appelle le TDS, syndrome de dysgénésie testiculaire. Richard Sharp collabore avec Skakeback depuis 30 ans pour élaborer la théorie du TDS. Sharp insiste sur l'importance de l'origine du syndrome, la vie fœtale, et pendant cette période, sur le rôle crucial des hormones. L'événement le plus important dans la vie d'un homme se produit pendant sa vie fœtale. On ne réalise pas suffisamment que le fœtus humain est programmé pour être de sexe féminin.
C'est ce qu'on appelle le programme de base. Tout le monde devrait être de sexe féminin. Alors pour devenir un mâle, on doit modifier le programme. Et la première étape, c'est la formation des testicules. C'est là que le chromosome Y intervient. La formation des testicules, c'est l'événement clé. Mais ça ne suffit pas à faire de vous un mâle. Ce qui fait qu'on devient un mâle, c'est quand les testicules produisent des hormones. Et la plus importante, c'est la testostérone. C'est cette production par le fœtus qui modifie le programme de base de façon radicale. Mais ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que puisqu'il doit y avoir un changement, alors il y a un risque que ça se passe mal. Nous devons donc être particulièrement attentifs aux facteurs qui peuvent perturber la grossesse. Parce que si ces facteurs affectent le fœtus, alors les conséquences peuvent être irréversibles. Une exposition du fœtus à des facteurs extérieurs, l'histoire médicale en donne un exemple tragique. Massivement prescrit des années 50 à 80, le distilbène était une hormone féminine de synthèse, c'est-à-dire un œstrogène chimique. Vendu comme un médicament miracle, censé prévenir les fausses couches, le distilbène a été donné à plus de 6 millions de femmes. Mais le miracle a tourné au cauchemar. Les bébés exposés ont développé à l'âge adulte des malformations de l'appareil reproducteur, parfois même des cancers. Pour les médecins, le choc est rude. C'est la première fois qu'ils réalisent les effets à long terme d'une molécule chimique. Ce sont les mères qui ont pris le distilbène et leurs enfants qui en ont été les victimes. Si une hormone de synthèse comme le distilbène a été capable d'altérer profondément le système reproducteur des enfants exposés, se pourrait-il que d'autres molécules aient des effets similaires ? Se pourrait-il, par exemple, que les mères des jeunes Danois venus consulter à l'hôpital aient elles aussi été exposées, à leur insu, à un danger venu de l'extérieur ? La cause est soit génétique, soit environnementale. Aucune autre possibilité. Et un changement aussi spectaculaire dans l'évolution de ces pathologies, en si peu de temps, ne peut provenir que de facteurs environnementaux, y compris le mode de vie. Si l'environnement est en cause, où se cache donc la menace silencieuse ? Curieusement, des observations réalisées dans la faune sauvage font écho aux questions des chercheurs danois. Lou Gillette étudie depuis une vingtaine d'années la population des alligators de Floride, disséminés dans de nombreux lacs. Avant qu'il ne devienne l'animal féroce et redouté qui règne sur les eaux, l'alligator est un être fragile, protégé par une mince coquille. Au tout début, c'est dans l'observation de ses œufs que Lou Gillette s'est aperçu qu'un mâle insidieux minait le royaume des alligators. Une de nos plus grandes surprises, quand nous avons débuté ce travail à la fin des années 80, c'était que tant d'œufs collectés, qui semblaient provenir de lacs parfaitement propres, mouraient. 50% des œufs collectés n'ont jamais donné de progéniture viable. Soit ils étaient stériles, soit l'embryon était mort à un stade précoce de développement. Nous n'avions aucune idée de ce qui avait pu causer cela. Nous avons également découvert des anormalités du système reproducteur à la naissance. Ce qui nous inquiétait, c'était de savoir si ce problème concernait uniquement des animaux nouveau-nés ou bien s'il persistait dans la vie adulte. Pour le savoir, il faut capturer de jeunes adultes la nuit lorsqu'ils sont le plus actifs. Chez les nouveau-nés souffrant d'anormalité, Lou Gillette a mesuré le taux de testostérone, cette fameuse hormone masculine si nécessaire au bon développement du mâle. Ce taux est anormalement bas. Avec un taux aussi bas, le mâle peut-il se développer correctement ? Parmi de multiples analyses, Gillette mesure donc le pénis des jeunes alligators. Surprise, la moitié des alligators du lac Apopka ont un pénis réduit de 25% par rapport à la normale.
Pour nous, scientifiques, un faible taux de testostérone n'impliquait pas seulement un petit pénis, mais beaucoup d'autres choses. Une modification probable du comportement, une modification des sécrétions d'autres glandes partout dans le corps. Donc, pour nous, ce n'était qu'une donnée. Mais bien sûr, pour le public, la taille réduite du pénis est devenue notre plus célèbre découverte. Et un sujet de plaisanterie aussi, parce que les gens peuvent parler des alligators avec un petit pénis. Mais ce n'est pas une plaisanterie, c'est un symptôme sérieux qui signifie pour nous que ces animaux présentent une anomalie hormonale pendant toute leur vie. Est-ce dû à un changement de nourriture, de température, à la pollution? Le lac Apopka, un des lacs où Gillett a observé le plus grand nombre d'animaux touchés, avait bien été contaminé par un insecticide quelques années plus tôt. Mais à en croire les analyses, l'eau avait retrouvé sa pureté. Pourquoi donc la population actuelle du lac souffrait-elle encore, bien des années plus tard? C'est au cours d'une conférence que j'ai compris que nous tenions quelque chose d'extraordinaire. J'écoutais le professeur Howard Byrne. Il parlait des filles d'Istilben, des souris d'Istilben, et quand il a montré les diapositives des ovaires, j'ai réalisé que les anomalies constatées sur les souris, qui étaient semblables à celles constatées sur les filles, exposées aux œstrogènes, étaient identiques à celles de mes alligators. Or, ces alligators n'avaient reçu aucun traitement, aucun œstrogène à ma connaissance, mais ils présentaient exactement les mêmes anormalités. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions une similitude incroyable. C'était la même pathologie. La question était alors, comment mes alligators avaient-ils pu être exposés aux œstrogènes? Gillett trouve des résidus de pesticides stockés dans le corps des animaux. Ces pesticides agiraient-ils comme un œstrogène, l'hormone féminine? Nous savons quelle sorte de substances chimiques se trouvent dans les lacs pollués. Donc nous avons pris des œufs sains provenant de nos meilleurs lacs et nous les avons traités en nous demandant « Ok, si on applique ces substances sur ces œufs, peut-on provoquer les anormalités qu'on a constatées dans les lacs pollués ?» Nous pouvons démontrer, en appliquant ces produits chimiques, que nous sommes capables de modifier le développement du pénis et des testicules. Et en donnant à des femelles des œstrogènes à très faible dose, nous modifions le développement ovarien. Ces résultats, obtenus sur des embryons exposés à de faibles doses de molécules chimiques, m'ont sérieusement inquiété. Si certains produits chimiques fabriqués par l'homme peuvent agir comme des hormones, les conséquences sont considérables. Dans la nature, on trouve en effet des résidus de contaminants de toutes sortes. Pourrait-il avoir un effet sur tout l'écosystème? Tyrone Hayes est un spécialiste mondial des amphibiens. Les grenouilles vivent dans un environnement très varié, mares, ruisseaux, rivières, aussi bien dans des zones protégées que dans des zones d'agriculture intensive. À la demande du groupe pharmachimique Syngenta, Hayes a testé les effets sur les grenouilles de leur herbicide le plus vendu au monde, l'atrazine. Dans son laboratoire de l'université de Berkeley, en Californie, Hayes a exposé les têtards à de très faibles doses d'atrazine, des doses identiques à celles que l'on retrouve dans l'environnement. Lors de la première expérience, mon technicien est venu me trouver et m'a dit « Voilà le résultat ». J'ai dit « Je n'y crois pas ». J'ai rangé toutes les données et j'ai dit « Recommence ». Comme ça, il n'avait plus de référence. Il a recommencé et c'était pareil. Alors j'ai demandé à quelqu'un d'autre « Analyse ça et dis-moi ce que tu obtiens ». Et on a eu le même résultat encore et encore. Alors on a commencé à y croire. Les mâles exposés à l'atrazine sont devenus hermaphrodites. Leurs testicules contiennent des œufs. L'étude est reprise par le New York Times. Elle déchaîne une violente controverse, car les faibles doses employées par Hayes sont considérées comme inoffensives. Le groupe Syngenta la conteste et cesse de financer les études de Hayes.
Pendant que d'autres chercheurs tentent de reproduire l'expérience en laboratoire, Hayes poursuit ses recherches sur le terrain. La population mondiale des amphibiens est en déclin. Près de la moitié est menacée de disparition sans que personne ne sache pourquoi. C'est au fil de milliers de kilomètres parcourus dans l'eau de centaines de mares que Tyrone Hayes va trouver des indices. Catch. 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 Male. Partout, il collecte des grenouilles, prélève des échantillons. Il compare zones propres, zones polluées et cherche à établir des corrélations entre degrés de pollution et anormalité. Je ne dirai jamais que l'atrazine est seule responsable du déclin des amphibiens, mais les pesticides ont un rôle crucial dans le déclin de nombreux amphibiens. Les études suggèrent que l'exposition aux pesticides rend le développement de l'appareil reproducteur plus vulnérable. Si une grenouille est exposée à un cocktail de pesticides qui l'empêche de se métamorphoser, et si la mare s'assèche, la raison directe de sa mort, c'est l'assèchement de la mare. Mais si elle ne s'est pas métamorphosée et n'a pas pu s'échapper, c'est parce qu'elle a été exposée aux pesticides. Des études montrent aujourd'hui que l'exposition aux pesticides fragilise le système immunitaire. Grenouilles, alligators, mais aussi tortues, poissons, oiseaux. Un peu partout, les observateurs de la faune sauvage relèvent des organes sexuels déficients, des baisses de fertilité, des troubles du comportement. Chez les animaux touchés, les concentrations d'hormones sont anormales, comme si le système endocrinien était piégé par des molécules chimiques. Quand on pense au fonctionnement du système hormonal, on parle de serrure et de clé. Le récepteur est la serrure et l'hormone est la clé. Nous avions l'habitude de penser que la clé devait être unique, comme nos propres clés. Nous espérons que personne d'autre n'a la clé de notre maison ou de notre voiture. Mais nous commençons à réaliser, avec les perturbateurs endocriniens, qu'il peut y avoir des centaines de clés qui peuvent correspondre à la serrure, et c'est un peu effrayant, parce qu'elles peuvent faire des choses anormales à cette serrure, c'est-à-dire que les cellules peuvent être anormales, ou qu'elles peuvent imiter. Elles agissent comme si elles étaient la bonne clé, elles simulent une fonction de notre organisme, alors que nous n'imaginions pas cela possible. Le déclin de nombreuses espèces d'animaux serait-il dû en partie à l'action des perturbateurs endocriniens? De plus en plus d'études le suggèrent. Or, dans le monde entier, des hommes et des femmes sont exposés aux mêmes produits. Quoi que nous en pensions, les humains ne sont pas si différents des animaux qui les entourent. De nombreux gènes qui régulent notre développement, que ce soit la croissance d'un bras, d'une jambe, d'une oreille, sont les mêmes gènes qui régulent ces mêmes événements chez les oiseaux, les tortues. Et globalement, c'est la même chose pour les hormones que nous produisons. La testostérone, les oestrogènes, les hormones thyroïdiennes, ce sont les mêmes hormones que produisent les poissons, les grenouilles. Donc, si nous constatons des effets sur une espèce animale, pourquoi ces mêmes effets ne nous toucheraient-ils pas? Bien sûr, nous ne sommes pas exposés de la même façon. Nous ne nageons pas dans l'eau comme les poissons, mais nous pouvons boire cette eau. Depuis qu'elle a confirmé l'étude de Skakebak sur la baisse du nombre de spermatozoïdes, Shanna Swan recherche les causes possibles de ce phénomène. Si l'environnement joue un rôle, pense-t-elle, des différences géographiques doivent exister. Elle choisit donc 4 villes, 2 mégapoles, New York et Los Angeles, et 2 villes en zone rurale, Minneapolis et Columbia. Elle va comparer la qualité du sperme des hommes habitant ces villes. Je pensais que les gens qui vivaient à la campagne, dans un environnement idyllique, pastoral, seraient très protégés et en bonne santé. Et que les grandes villes polluées, avec le stress et tout ça, provoqueraient des effets néfastes. C'était mon hypothèse de départ. Et ça a été l'inverse.
Les spermatozoïdes des hommes vivant dans les zones urbaines se révèlent finalement plus nombreux, plus vaillants aussi, que les spermatozoïdes des hommes vivant à Columbia, situés en zone rurale. Alors nous nous sommes demandé qu'est-ce que le centre du Missouri a de différent avec Minneapolis, qui est une grande ville. Nous avons soupçonné les produits chimiques agricoles parce qu'au Missouri, la moitié des terres est vouée à l'agriculture. En périphérie de Minneapolis, il n'y a presque aucune terre agricole. C'est une grosse différence. Alors on s'est demandé, est-ce que les substances chimiques utilisées dans l'agriculture pourraient être responsables? Nous avions collecté l'urine des hommes venus donner leur sperme. Nous pouvions donc l'analyser pour y chercher les pesticides. Et nous avons découvert que les hommes qui avaient la pire qualité de sperme, ceux du Missouri donc, avaient aussi des taux de pesticides plus élevés que les hommes qui avaient une bonne qualité de sperme. Pendant des années, les résidus de pesticides ont été la cible principale des recherches sur les perturbateurs endocriniens. Mais sont-ils les seuls responsables? La réponse viendra, comme souvent en science, de manière accidentelle. Cet accident va montrer que les perturbateurs endocriniens ont envahi notre quotidien, qu'ils se logent là où personne n'avait encore osé l'imaginer. Anna Soto et Carlos Sonnenschein sont des biologistes. Ils travaillent sur des lignées de cellules cancéreuses. Pour les faire proliférer, ils les exposent à des hormones féminines, des œstrogènes. Mais un jour, même les cellules de contrôle, non exposées à ces hormones, se sont mises à se multiplier. C'était comme si toutes les cellules avaient été exposées aux hormones, même celles que nous n'avions pas exposées aux œstrogènes, volontairement. C'était incompréhensible. Alors nous avons fait l'expérience et nous avons obtenu les mêmes résultats. Là, nous nous sommes dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il faudra des mois de recherche pour trouver la clé de l'énigme. La contamination venait d'un tube en plastique. Le plastique, cette matière supposée inerte, contenait un composant qui agissait comme des hormones féminines. Et c'est lui qui avait déclenché la prolifération des cellules cancéreuses. Notre première réaction a été la surprise. Puis nous avons immédiatement pensé aux conséquences de cette découverte. Par exemple, si l'œstrogène est présent dans le plastique d'un tube de laboratoire, il pourrait l'être aussi dans un biberon. Et si c'est le cas, ça signifie que les bébés sont exposés aux hormones. Produits détergents, boîtes de conserve, plastique, emballage, Soto et Sonnenschein ont testé des composants présents dans une cinquantaine de produits d'usage courant. Ils ont trouvé dans ces produits des molécules chimiques à effet hormonal, comme le bisphénol A ou le nonylphénol. À faible dose, certes, trop faible, insistent leurs détracteurs, pour avoir un effet. Car en toxicologie, il y a une règle d'or. C'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'un produit ne devient toxique qu'à partir d'un certain seuil. En deçà, le produit est supposé inoffensif. Pour de nombreux chercheurs, cette règle n'est pas adaptée aux perturbateurs endocriniens. Pour eux, ce n'est pas tant la dose qui compte que le moment et la durée de l'exposition. Soto et Sonnenschein décident alors de mener une expérience avec du bisphénol A, ce composant inerte trouvé dans le plastique. Ils vont exposer des rats au moment de leur gestation. Pendant 15 jours, une canule placée dans le dos de l'animal distille la molécule chimique. Soto et Sonnenschein veulent savoir si les bébés ainsi exposés à une molécule œstrogénique auront des séquelles à la naissance, puis à l'âge adulte. Les résultats dépassent leurs prédictions les plus sombres. Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte,
ces rats développent des lésions précancéreuses. 100% des rats ont développé des lésions précancéreuses, quelle que soit la dose d'exposition, même à faible dose. Alors je pose la question, le cancer du sein débute-t-il in utero? Nous ne sommes pas en train de prouver qu'une chose est la cause et une autre l'effet. Mais cela renforce une hypothèse qu'il faut vérifier. Est-ce que les œstrogènes chimiques introduits dans l'environnement ces 50 dernières années sont la cause de l'augmentation soudaine des cancers du sein? Personne ne s'explique en effet l'explosion du nombre de cancers du sein. Une femme sur 20 était touchée en 1960, une femme sur 8 aujourd'hui. Pour ce type de cancer, particulièrement sensible aux variations hormonales, la thèse des perturbateurs endocriniens offre une piste possible. En effet, de nombreux produits chimiques à effet hormonal se retrouvent dans le sang humain, et les progrès de détection permettent aujourd'hui de mesurer l'imprégnation à ces molécules. Parmi les plus suspectes, les phtalates. Assouplissants du plastique, fixateurs de parfums, on les retrouve dans les cosmétiques, meubles, emballages alimentaires, PVC, jouets, t-shirts. Impossible, dans notre monde moderne, d'éviter l'exposition aux phtalates. Certains d'entre eux ont des effets toxiques pour la reproduction. Richard Sharp le sait. Il utilise des phtalates dans ses recherches sur la fabrication du mâle. Il va exposer des rats gestantes aux phtalates et observer le développement des petits mâles. Ce qu'il constate lui rappelle les anormalités des jeunes Danois décrites par Skakeback. En effet, les rats exposés aux phtalates dans le ventre maternel naissent avec des malformations génitales et leur nombre de spermatozoïdes est réduit à l'âge adulte. Sharp a réussi à provoquer sur des animaux vivants le syndrome observé chez les humains par l'équipe de Skakeback, le fameux TDS. Nos résultats nous ont permis de vérifier l'hypothèse du TDS. On a prouvé qu'on peut créer ce syndrome sur un animal normal si on l'expose à un produit chimique qu'on trouve dans l'environnement. On provoque ainsi des troubles très semblables à ceux que nous constatons sur les humains. Si des fortes doses de phtalates provoquent de tels effets chez les rats, que provoquent chez les humains les doses plus faibles auxquelles ils sont exposés au quotidien? À Copenhague, une étude a été lancée il y a 10 ans. 2000 femmes ont été suivies pendant leur grossesse. Des prises de sang ont permis de déterminer leur contamination aux phtalates, mais aussi à d'autres perturbateurs endocriniens connus, comme des pesticides ou des retardateurs de flamme. Par des consultations régulières, les médecins danois tentent d'établir un lien entre l'exposition de la mère aux produits chimiques et le développement des garçons. Ce qui m'a surprise en lisant les résultats de Richard Sharp, c'est que ce qui se passait chez les rongeurs correspondait au travail clinique que j'étais en train de faire. C'était incroyable pour moi qu'il y ait tant de similitudes. Tout au long de mon étude, j'ai trouvé plus que je ne pensais trouver. Par exemple, j'ai trouvé dans le lait maternel toutes les substances chimiques que je cherchais et j'ai trouvé de nombreuses corrélations entre la non-descente des testicules et ces substances chimiques ou entre la production hormonale et ces substances chimiques. Donc je n'ai aucun doute sur la vulnérabilité du corps humain, des testicules humains, face à ces substances. Nous voulons suivre ces enfants durant leur puberté et voir ce qui se passera alors, quand toutes les hormones entreront de nouveau en action. Et avec un peu de chance, quand ils seront en mesure de fournir un échantillon de sperme, nous verrons s'il y a un effet sur la qualité du sperme. C'est ce que nous craignons, que les effets que nous constatons aujourd'hui persistent toute la vie, qu'ils affectent aussi les fonctions adultes de ces garçons. De l'autre côté de l'Atlantique, Shanna Swan, elle aussi, a mesuré l'exposition aux phtalates de femmes enceintes et examiné ensuite les enfants. Elle a eu l'idée originale d'appliquer aux enfants une mesure, banale chez les rongeurs,
mais jamais encore réalisée sur les humains, la distance anogénitale. Chez les humains, comme chez les rats, cette distance est en moyenne 2 fois plus grande chez les garçons que chez les filles. Sa réduction pourrait être le signe d'une féminisation. Chez les rongeurs, la distance anogénitale est ce qu'on appelle un indicateur. Elle nous informe que quelque chose a affecté la testostérone dans le ventre maternel. Puisque nous avions constaté que les phtalates avaient affecté la testostérone fœtale, nous avons émis l'hypothèse que ce pourrait être également le cas pour les humains, que les petits garçons auraient une distance anogénitale plus courte, et c'est ce que nous avons observé. Nous avons découvert une distance anogénitale plus courte et un pénis plus petit chez les enfants des femmes ayant un taux plus élevé de certains phtalates. Cette étude, faite sur un nombre restreint de mères, reste contestée. Elle doit encore être reproduite par d'autres chercheurs. Un autre enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre comment les phtalates se retrouvent dans le sang humain. Nous n'avons jamais analysé un échantillon biologique, que ce soit le lait maternel, le sang ou l'urine, qui ne contiennent pas de phtalates. Nous n'avons jamais trouvé personne qui n'ait pas été exposé. Tout le monde est exposé aux phtalates. Une des sources principales de l'exposition aux phtalates, ce sont les cosmétiques. Les crèmes que chaque femme que je connais met sur la peau chaque matin. Mais où vont les phtalates contenus dans certains cosmétiques? Restent-ils dans le corps ou sont-ils évacués rapidement? Afin de répondre à ces questions, l'équipe de Skagebak vient de réaliser une étude unique au monde. Ils ont enduit de crème 26 jeunes hommes de la tête aux pieds, tous les jours pendant 2 semaines. Première semaine, une crème basique. Deuxième semaine, la même crème avec 2 phtalates et un parabène largement utilisés. Après l'application, les chercheurs ont réalisé des prises de sang pour mesurer le taux d'hormones ainsi que les résidus des phtalates et du parabène. Vous devez savoir que si vous ne voulez pas les manger, vous ne devriez pas les mettre sur votre peau, parce que c'est dans votre organisme qu'ils finiront. Si vous mettez de la crème sur votre peau, vous pouvez en mettre un peu sur la table en même temps. Elle restera sur la table. Elle ne va pas s'évaporer. Après 10 minutes, elle sera toujours là. Mais si vous regardez votre peau, la crème a disparu. Où ça? Dans votre corps, bien sûr. Elle ne peut aller nulle part ailleurs. Donc, quand vous appliquez une crème qui contient des phtalates, ces phtalates entrent dans votre corps et on les retrouve en grande quantité dans votre sang, parce que vous en avez mis sur tout votre corps. Et pff, ils sont absorbés et passent dans votre sang. On retrouve des traces de phtalates dans le sang 1 heure seulement après l'exposition. Il est vrai que ces métabolites disparaissent au bout de 24 heures. Mais si la crème est utilisée tous les jours, l'exposition devient permanente. Les indices s'accumulent, et contrairement à d'autres pays qui attendent des certitudes claires et définitives, le Danemark a choisi d'agir. Il a lancé en 2006 une campagne de prévention à destination des femmes enceintes. Au nom du principe de précaution, le ministère de l'Environnement a conseillé à toutes les futures mamans d'éviter de s'exposer à certains produits, comme les cosmétiques, les teintures pour cheveux, les peintures. Au total, 9 conseils distribués dans toutes les maternités du pays. Je pense qu'il y a de plus en plus de preuves que des maladies de l'adulte trouvent leur origine dans la vie fœtale. Pas seulement le cancer du testicule, mais aussi d'autres types de maladies, comme le syndrome métabolique. Nous devons apprendre qu'il est extrêmement important de bien protéger les femmes enceintes. Un consensus se dégage dans la communauté scientifique. C'est dès les premiers instants de vie que l'environnement entre en jeu et joue avec la sensibilité de l'équilibre hormonal. C'est là, pendant la grossesse, que pourraient se créer de nombreuses pathologies comme des cancers, des maladies immunitaires,
des problèmes de thyroïde, de diabète. La liste des maux possibles ne cesse de s'allonger dans les publications internationales. Depuis une dizaine d'années, l'accumulation de ces études, la désignation de nouveaux suspects, a poussé les industriels de la chimie à réagir. Ils soutiennent certaines études, cessent d'en financer d'autres, se renseignent sur toute nouvelle publication. David Cadogan représente l'industrie européenne des phtalates. Il est à Copenhague pour assister au colloque organisé par Skakebak et son équipe. Ce colloque a lieu tous les 2 ans. C'est un rendez-vous essentiel pour tous ceux qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens. Au fil des ans, le cercle s'est agrandi. Les pionniers ont été rejoints par de nouveaux iconoclastes. Will breast cancer incidence be found to be increased in women exposed in utero to BPA 25 years from now? And what we should do in between? Right, so I'm going to be talking about an animal model, and just to remind you really that the objectives of developing an animal model is to enable you to ask questions about human disorders that it's impossible to ask in a clinical situation. Vous n'êtes pas trop inquiet par tout ce que vous avez entendu aujourd'hui sur les phtalates? Non, parce que nous n'en sommes toujours qu'aux effets sur les rongeurs. Et je crois que lorsque nous aurons toutes les informations, nous découvrirons que ces effets ne concernent pas les humains. Les représentants de l'industrie s'informent sur toutes les nouvelles études. Leur but, anticiper les conflits de demain, quand se poseront peut-être les problèmes d'interdiction. Pour l'instant, il faut contrer les études, entretenir le doute, gagner du temps. So I talked to the phthalate toxicologists we know here and colleagues and said, what do you measure? What do you see? What should we measure? Because we don't know how this dysmorphology would manifest itself in humans if it existed. And we put together this exam. So we measured the anogenital distance. Pour la première fois, un effet a été observé chez les humains. C'est vrai. Je ne suis pas inquiet parce que je ne crois pas à ces données. Je pense qu'il y a des défauts majeurs dans sa technique expérimentale. Ce n'est pas surprenant. Ce sont les méthodes de l'industrie. Critiquer la science qui les dérange. C'est leur boulot de me critiquer. Et le mien, c'est de faire la meilleure étude possible. Je sens profondément que j'appartiens à une communauté. Je dis même que c'est ma famille scientifique. Nous avons été attaqués comme... Comment ils nous appellent déjà? Des pleurnicheurs endocriniens ou des perturbateurs de vérité. On a besoin de se serrer les coudes, parce que ce n'est pas un sujet qui a été très bien reçu par la communauté scientifique dans son ensemble. Nous sommes de mieux en mieux acceptés et ça devient de plus en plus facile. Mais pendant longtemps, nous avons dû nous soutenir les uns les autres parce que nous étions très attaqués. L'effet des perturbateurs endocriniens est devenu un enjeu de santé publique. Entre données scientifiques et lobbying industriel, le débat se déplace sur le terrain politique. The possible consequences of endocrine disruption are of great concern. The cost of inaction for endocrine disruptors in terms of human and environmental health now and in the future may run very high. It may very soon be about time to call the precautionary principle to the mind of colleagues. Please, I ask you as scientists to give us the tools we need to take effective action. Comment offrir une meilleure protection vis-à-vis des substances chimiques? Le Parlement européen a adopté en décembre 2006 une nouvelle réglementation concernant les produits chimiques, la directive REACH. En 11 ans, 30 000 substances, parmi lesquelles figurent naturellement les perturbateurs endocriniens, devront être enregistrées. La directive impose désormais aux industriels, et non plus aux autorités publiques, de prouver l'innocuité de leurs produits. Avec cette contrainte unique au monde, REACH constitue un tournant majeur dans la réglementation des produits chimiques.
Reste à savoir comment elle sera appliquée. Grâce à un lobbying intense, l'industrie chimique a remporté quelques victoires. Elle pourra ainsi obtenir encore l'autorisation d'utiliser des produits chimiques dangereux si elle prouve qu'elle maîtrise les risques. La maîtrise des risques, c'est l'inusable credo de l'industrie. À toutes les études qui montrent les effets hormonaux de certaines molécules, ils opposent d'autres études et affichent une sérénité de bons pères de famille. Que répondriez-vous aux gens qui sont inquiets? Je dirais qu'ils peuvent, que vous pouvez être raisonnablement certain que les produits qui sont actuellement sur le marché ont été soumis à des tests sur cette question de perturbation endocrinienne et qu'ils peuvent être utilisés sans risque par vous et par vos enfants. En 2005, 6 phtalates, considérés comme toxiques pour la reproduction par des scientifiques, ont pourtant été interdits dans les jouets et les articles de puériculture par l'Union européenne. Une décision que l'industrie juge plus politique que scientifique. Le Parlement a pris une décision politique sur un principe essentiellement de précaution, ce que nous acceptons. Cependant, nous continuons de penser que c'est excessif et que ça inquiète plus la population que ça ne la protège. Parce que si c'est ainsi que nous devrons évaluer les substances à l'avenir, toute évaluation faite en respect de la directive REACH et sur des bases scientifiques solides pourra être rejetée pour des raisons politiques. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'avancer si l'Europe veut être innovante dans le monde. Les industriels luttent pied à pied, défendent chaque molécule l'une après l'autre. Mais est-ce vraiment l'enjeu aujourd'hui? Car tout être vivant est exposé non pas à une seule molécule, mais à un cocktail de molécules. Quel est l'effet de ce cocktail? Dans l'une des plus grandes animaleries d'Europe, une équipe danoise s'est lancée dans un travail titanesque. Exposer 1200 rats à un mélange à faible dose de 3 molécules, un phtalate et 2 pesticides. Les rats ont été nourris pendant leur gestation. Les bébés ont ensuite été examinés jusqu'à l'âge adulte. Les résultats sont un redoutable contre-pied à la rationalité mathématique. Nos résultats démontrent que 0 plus 0 plus 0 peuvent donner 7. Autrement dit, prenez 3 substances. Substance numéro 1 a une dose qui ne produit pas d'effet, pas de problème. Idem pour la substance numéro 2, idem pour la substance numéro 3. Mais notre étude montre que si ces substances 1, 2, 3 sont mélangées, on obtient des effets très nets. Ce qui a été très surprenant, c'est qu'avec des doses élevées de ce cocktail, les mâles ne ressemblaient plus à des mâles. Ils avaient de très nombreuses malformations. Et par certains symptômes, ils ressemblaient davantage à des femelles. Nous étions très surpris, car nous ne nous attendions pas à un résultat aussi terrible. Mon message principal, c'est que si l'on ne tient pas compte des effets provoqués par les mélanges dans l'évaluation des risques, on sous-estime le risque couru par les humains. Il n'y a aucune législation, nulle part dans le monde, qui tienne compte de l'interaction entre différentes substances. On analyse toujours une seule molécule chimique à la fois. Et ça a bien fonctionné, aucun doute là-dessus. Mais ça commence à ne plus être le cas, parce qu'il y a maintenant une telle quantité de substances qu'on ne peut plus dire qu'il est possible de les étudier une par une. Ça ne marche plus. Il va y avoir des scandales. Je ne sais pas quand,
peut-être demain, peut-être dans 5 ans, mais on trouvera des exemples où le mélange de milliers de molécules à de très faibles doses dépasse ce que notre organisme peut réparer. C'est une histoire d'escargots de mer. Et dans notre monde de menaces invisibles, cette histoire ouvre une note optimiste. Elle prouve l'utilité de certaines alertes lancées par des scientifiques et montre qu'il est toujours temps d'agir. Le début de l'histoire est assez classique. Il y a 20 ans, les biologistes s'effraient de la disparition progressive de la population des escargots. À l'origine du déclin, ils trouvent des femelles avec des pénis. Dans la grande foire des aberrations sexuelles qu'est devenue la nature, c'est ce que les biologistes appellent l'imposexe. D'où venait cet imposexe? Dans le cocktail chimique où baignaient les escargots, les recherches ont désigné le coupable. C'était un composant de la peinture anti-salissure des bateaux, le TBT. Une bataille s'est alors engagée, celle pour la survie de ces escargots, énigmatiques sentinelles de nos bords de mer. Finalement, l'Union européenne a interdit le TBT en 2003. Immédiatement après cette interdiction, on a pu constater sur une année un net recul des malformations en France. À des emplacements où toute reproduction était impossible, on voit apparaître des coquilles d'œufs. Ça signifie que les populations se reproduisent à nouveau. C'est vraiment un signe d'espoir. Cela prouve surtout que si on a le courage de réagir, et si besoin d'interdire une substance, les choses peuvent très vite prendre un tournant positif.